Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition à la une de l'actualité. Ce soir, spoliation foncière autour de l'école supérieure d'économie appliquée. L'amicale des élèves et étudiants de l'ESEA s'érige en bouclier contre ce qu'il qualifie de forfaiture. Face à la presse ce matin, ces étudiants exigent l'annulation du bail sans aucun délai. Grand Magal de Touba, c'est dans 5 jours. Dans la cité religieuse, la gendarmerie a mis en place un plan de circulation. Objectif, faciliter le déplacement des automobilistes au sein de Touba. À suivre les explications du commandant de la gendarmerie de Touba, capitaine Moustapha Wade, dans ce journal. Et enfin, article de la semaine reparle du rappel à Dieu de l'imam Alioune Badara Ndao. Le site Média SN est revenu sur un procès historique du défunt imam, procès de plusieurs mois qui avait fini par l'acquitter de tous les crimes dont on l'accusait. À suivre les précisions en fin d'édition avec El Hadj Malick Cissé. Bienvenue à tous. L'amicale des élèves, étudiants et stagiaires de l'école supérieure d'économie appliquée, dit non à la spoliation foncière de leur établissement. En conférence de presse ce matin, les étudiants exigent l'annulation immédiate de ce bail. Ils parlent de forfaiture et dénoncent l'attitude de l'État du Sénégal. Écoutons les précisions de Lassana Diakhaté, président de l'amicale des étudiants, élèves et stagiaires de l'ESEA, au micro de Moussa Fall. L'amicale des élèves et étudiants et stagiaires de l'ESEA exprime son indignation et condamne fermement l'action de l'État du Sénégal, allant dans le sens de l'octroi d'un bail de 8600 m², soit 0,86 hectares, 6 à Mermoz, dans l'assiette foncière de l'école supérieure d'économie appliquée à l'entreprise CERTEM. L'AMES rappelle que cette boulimie foncière n'a pas commencé maintenant. L'ESEA, qui s'étendait sur 10,14 hectares, a déjà vu dans le passé son assiette foncière être réduite de moitié. Sur les 5,58 hectares restants, l'État veut octroyer un bail de 0,86 hectares à une société immobilière privée, sans informer au préalable l'administration, sans informer au préalable toutes les parties prenantes. Ce qui constitue non seulement un manque de considération, mais une menace pour le bien-être des étudiants et leur épanouissement intellectuel. Il convient de rappeler aussi, dans le même sillage, que 2 pavillons avaient été démolis et avaient failli être cédés pour un espace parking à l'école international américain 6 Mermoz. Les fortes pluies enregistrées à Dakar et leur lot de conséquences. On en reparle après le décès de 2 jeunes par électrocution. Les habitants du quartier de Route de Boune dans la commune de Keur Massar Nord sont toujours sous le choc. Ils veulent en finir avec le pompage des eaux en période d'hivernage et réclament de meilleur assainissement. Le reportage est signé Boudan Diatch. Après la mort atroce de Noah Diatta et de son cousin, la famille est toujours sous le choc. Cheikh Oumar Sambou, oncle des victimes, revient sur cet accident tragique. C'est-à-dire, comme vous avez constaté, le quartier est inondé. Le quartier est Comme vous l'avez constaté, le quartier est inondé. L'eau avait même envahi leur chambre. Ils avaient emprunté une machine pour évacuer les eaux. Malheureusement, le courant les a tués. L'un d'entre eux est venu même me rendre visite le jour des faits. Continuer pour régler une machine. 30 minutes après, mon petit frère, Rombouma Didaw, pour moi, je n'ai même pas pensé à ces gens-là. Depuis maintenant des années, les habitants de ce quartier de la commune de Keur Massar vivent le calvaire en période d'hivernage. Hier seulement, tout le monde déplorait ce fait. Notre mosquée, personne n'est pris là-bas. La mosquée est inondée. Le président du conseil départemental de Keur Massar, on l'a fait venir hier. Hier seulement, il était dans le quartier. Tout le quartier est inondé. Les maisons, les gens se dorment dans les chambres inondées. Mais on n'a pas eu de soutien jusqu'ici.
Chaque année, c'est le même scénario qui se répète. Ça fait 3 ans que nous vivons la même chose. Mais malheureusement, nous sommes laissés à nous-mêmes. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est très facile. La route là est canalisée. Il y a un canal qui passe même pas 100 mètres. C'est très facile à faire. Il faut mettre des canaux, des tuyaux. On évacue l'eau. Ou bien le pavage. C'est facile à faire s'il y a une négligence de la part de l'État. Après le décès des 2 jeunes par électrocution, les habitants de Yeumbeul Taliboun veulent l'assainissement de leur quartier qui est sous les eaux depuis maintenant des années. Et des maisons sous les eaux, une nappe phréatique qui ne cesse de monter. C'est cela le quotidien des habitants de Anne-Mariste 1, un calvaire loin d'être terminé si l'on se fie aux prévisions plutôt de l'ANACIM. Les habitants, entre tristesse et désolation, ne cachent pas leur inquiétude face à cette situation. C'est un reportage signé à l'UNSO. Quartier Anne-Mariste 1, on aurait dit un lac. Pour traverser, il faut patauger. À l'intérieur, un jeune homme lutte contre les eaux pluviales avec sa motopompe. L'heure est à l'évacuation des eaux. Nous rencontrons Lamine Souane, venu superviser des travaux. Il a du mal à accéder au lieu. Si l'ONAS ne prend pas ses responsabilités, nous risquons d'avoir des soucis, c'est sérieux problème. Déjà, l'accès, moi je ne peux pas accéder. Donc, personne ne peut accéder à la maison. Soit tu passes par l'eau. Actuellement, j'ai fait le tour pour pouvoir accéder, mais c'est impossible. De l'autre côté, une famille est en train d'évacuer les eaux de pluie. À l'intérieur, la nappe phréatique a remonté. La principale remarque, l'eau campe le décor des coins et recoins. Les résidents sont inquiets avec les pluies annoncées ce week-end par l'ANACIM. On a tous peur. Bon, la situation ne se détériore pas. Bon, on espère que l'eau ne sera pas trop abondante, quoi. Les habitants de Anne-Mariste 1 qui utilisent les moyens du bord pour évacuer l'eau sont obligés de s'en remettre à Dieu avec les prévisions météorologiques de cette fin de semaine. Bon, psychologiquement, si on entend cela, on est complètement perturbé. Mais nous remettons tout au bon Dieu. C'est lui qui décide. Nous sommes fatigués. Nous avons les eaux dans nos maisons. Nous n'avons aucun secours vis-à-vis de ONAS ou de la mairie. Nous nous débrouillons avec nos propres moyens. À Anne-Mariste 1, les habitants souffrent le martyre avec les pluies diluviennes. Ces derniers qui pataugent à cause des inondations sont inquiets avec les prévisions des services météorologiques de ce week-end. Et pour matérialiser la vision du chef de l'État dans le cadre du programme des 100 000 logements, le FONGIP a signé 2 conventions avec des institutions financières. Locafrique s'engage à donner, ou plutôt à couvrir 2000 logements, soit 24 milliards de francs CFA et 20 milliards déboursés par l'UM-PAMECAS pour faciliter aux Sénégalais l'accès au logement. Écoutons à ce propos Thérèse Faïdjou, administrateur général du FONGIP, au micro d'Aïssatou Kane. C'est une cérémonie de signature de 2 conventions entre d'abord le FONGIP et PAMECAS, après FONGIP et Locafrique. Et la signature de ces 2 conventions s'inscrit dans le cadre de l'opérationnalisation de la garantie au niveau du programme des 100 000 logements. Pourquoi? D'abord, je vais préciser pour PAMECAS, ça concerne les Sénégalais de la diaspora. Le chef de l'État a pris la décision d'accorder 20% du programme aux Sénégalais de la diaspora. Et c'est la raison pour laquelle tous les logements qui ont été construits par SAGE, c'est-à-dire cette agence immobilière qui avait en charge cette question-là, seront en commun accord avec PAMECAS et le ministère des Affaires étrangères géré. Aujourd'hui, FONGIP est là pour accorder la garantie à hauteur de 50%. Et les 2 parties ont discuté
sur les conditionnalités du crédit, à savoir le taux d'intérêt, la maturité du crédit, mais également tous les points qui concernent la mise en œuvre de ce programme. Pour la deuxième convention, ça concerne la garantie portefeuille que nous avons déroulée avec Locafrique et ça concerne effectivement les logements de S2I qui se trouvent à Bambilor. Je pense qu'ils sont au nombre de plus de 270. Dans l'actualité également, le Sénégal est confronté depuis un certain temps à une flambée des prix des denrées de première consommation. Les boutiquiers sont accusés par les consommateurs de cette hausse souvent non expliquée, mais ils dégagent leur responsabilité sur cette situation et engagent la lutte contre la hausse des prix des denrées. L'Union nationale des boutiquiers du Sénégal invite par ailleurs l'État du Sénégal à revoir le contrôle des prix. C'est un reportage de Khadija Ndadjouf. Les membres de l'Union nationale des boutiquiers du Sénégal, dans tous leurs États, ils sont accusés d'être à l'origine de la flambée des prix des denrées alimentaires, des accusations battues en brèche par l'UNBS. Mais nous ne sommes en aucun cas responsables de cette hausse des prix. Si entre les producteurs et les détaillants, il y a un responsable de ces hausses, que l'État fasse ce qu'il a à faire. Ce dont je suis sûr, c'est que nous, boutiquiers, nous sommes les premières victimes. Cependant, l'UNBS n'a pas manqué d'apporter des éclairages sur les raisons de la hausse des prix des denrées. Avant de nous accuser, il faut creuser pour voir ce qui est à la base de ces problèmes. Les produits que nous achetions ont connu une augmentation de 50 voire 70%. Donc, les prix connaîtront forcément une hausse. Ce n'est pas de notre faute, c'est un phénomène mondial. Souvent pointés du doigt, les boutiquiers déplorent cette situation et demandent à l'État de veiller au contrôle des prix. L'État ne régularise pas la chaîne de distribution. Parfois, il nous envoie des agents pour faire le contrôle des prix. Mais ils le font mal. Quand ils viennent, ils nous accusent d'être à l'origine de l'augmentation des produits que nous achetons très cher. Le pire, ils se permettent de nous sanctionner avec des amendes. L'Union nationale des boutiquiers du Sénégal compte s'impliquer dans la lutte contre la flambée des prix. Allons à Petit Mbao pour parler de toute autre chose sur ces lieux. Un marabout établi sur place déclare être investi par l'érudit Cheikh Oumar Tall de la mission de faire découvrir au monde les trésors inestimables que cachent les sites où le Cheikh a souvent séjourné. Cette semaine, le marabout s'est installé à Soum Serer, c'est dans le département de Mbour. Muntaga Khan est allé à sa rencontre. Reportage. Spectacle ne peut être plus mythique que cette place de Soum Serer située à quelques encablures de l'aéroport international Blaise Diagne où des arbres féeriques, des pierres mystérieuses constituent le décor de ce lieu chargé d'histoire, de secrets et de mythes. Le passage du vénéré Cheikh Oumar Foutiyou Tall en est pour quelque chose. Cheikh Oumar Sow, qui dit être le dépositaire de ces mystères, affirme qu'il est en rapport direct avec le djihadiste qui lui dicte sa conduite. Alors, Cheikh Oumar Sow, qui a fait ses débuts dans le Coran dans la cour de Cheikh Bassirou Tall à Louga, s'est vu choisi pour révéler tous les endroits où Cheikh Oumar Foutiyou Tall est passé et où il a laissé des biens inestimables pour ou au profit de toute la population sénégalaise, de toute la population africaine. 4 arbres disposés en queue-leu constituent le décor féerique des lieux qui attirent beaucoup les fidèles. Il y a une descente de 4 arbres qui va vers un puits que Cheikh Oumar Tall lui a indiqué de creuser. Chose étonnante, les 2 premiers arbres ont une même racine.
2 arbres avec une même racine. Quel arbre a été le premier, est né le premier, on ne sait pas. Les pierres n'en sont pas moins mystérieuses, avec leurs signes très complexes. Il y a des pierres à côté. Vous avez vu les marques sur les pierres. Vous vous rendrez compte que cela, ce n'est pas un être humain qui fait ça, parce que personne n'a le temps de s'agenouiller sur des pierres et de creuser. Des milliers de personnes affluent vers Cheikh Oumar Sow, qui pour des bénédictions, qui pour des soins. Tous s'accordent à dire que l'homme de Dieu est spécial dans sa démarche, lui qui, malgré son érudition, récuse les hadiyas. Autre actualité, en plus bref, le président Macky Sall à Touba ce samedi. Le chef de l'État est donc l'hôte du khalife général des Mourides à quelques jours du 18 Safar, le grand magal de Touba. Le président de la République pourrait faire des ziyaras auprès de certaines familles religieuses avant de regagner Dakar ce soir. À Touba, toujours à 5 jours de la célébration du Magal, les services de la gendarmerie de Touba sont à pied d'œuvre pour faciliter la circulation aux automobilistes au sein de la cité religieuse. À cette occasion, un plan de circulation a été défini par la gendarmerie de Touba. Les explications du commandant de la gendarmerie de Touba, le capitaine Moustapha Wad, que je vous propose d'écouter. Pour cette édition 2022, ce plan entre en vigueur pour la période du 12 au 16 septembre 2022 à minuit. Le plan se présente comme suit. Pour les pèlerins qui quittent Dakar en passant par Thiès, Diourbel, Touba, ils ont la possibilité d'emprunter la route nationale numéro 3 ou bien les autoroutes de l'avenir et Ila Touba. Pour les pèlerins qui quittent Saint-Louis, Louga, en passant par Kébémer, ils empruntent la route départementale numéro 30 qui passe par Darou Moussi, Touba. Et pour les pèlerins qui quittent Matam, Linguère, ils ont la possibilité d'emprunter le prolongement de la route nationale numéro 3 qui passe par Sagata Djolof, Ndindi, pour accéder à Touba. Place maintenant à notre article de la semaine. Imam Alioune Badara Ndao a été rappelé à Dieu le 5 septembre dernier des suites d'une maladie. Prétexte pour le site Média SN de revenir sur son procès historique. Après plusieurs mois de procès, le religieux avait été acquitté entre autres des crimes d'actes de terrorisme, financement de terrorisme en bande organisée, apologie du terrorisme entre autres. Article de la semaine signé Elhaj Malik Sissé et Barasso. Il a tiré sa révérence lundi dernier des suites d'une courte maladie. Imam Alioune Ndao a été attrait à la barre de la chambre criminelle. Nous sommes en 2018. Entre autres chefs d'inculpation avec ses co-accusés, actes de terrorisme et d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Le site emedia.sn revient en détail sur le procès historique. On a voulu revenir sur le procès historique parce que c'est des faits inédits qui ont été jugés à la barre de la chambre criminelle de Dakar. On parlait d'actes de terrorisme et au Sénégal, c'est des choses qu'on ne parle pas souvent. Et en 2015, on a commencé avec une vague d'arrestations et Imam Ndao, avec beaucoup d'autres fidèles, ont été arrêtés. Et ça avait une ampleur, on parlait de terrorisme au Sénégal. Certains disaient même que c'est une chose impossible. Et c'est la raison pour laquelle on a pensé que c'est historique parce que c'est l'un des premiers procès de terrorisme au Sénégal. Un procès qui a connu plusieurs rebondissements. Les mises en cause avaient interjeté appel et l'affaire devait être jugée le lundi 28 février 2022 au palais de justice de Dakar. Mais les avocats de la défense ne lâchent pas du lest. Le procès avait été renvoyé jusqu'au 30 mai. Les robes noires ont sollicité le renvoi pour, disent-elles, mieux prendre connaissance du dossier. Les faits étaient très graves quand on les entend, mais on a vu qu'il y avait plus d'une trentaine d'accusés qui ont été attraits à la barre. Et aussitôt après le procès, quand on donnait le délibéré, il y a eu des fortunes diverses.
Certains ont été acquittés, d'autres ont eu des condamnations, certains même ont eu des sursis et par la suite on a eu des accusés qui ont interjeté des appels et cela a fait que le procès a pris une autre tournure. Il y a même Imam Ali Ndao qui, je le rappelle, était pressenti pour venir devant la chambre d'appel, mais il a été totalement acquitté, raison pour laquelle, mais le juge lui avait rappelé qu'il devait rester à la disposition du tribunal pour d'éventuelles questions. Un procès qui restera à jamais gravé dans l'histoire judiciaire du Sénégal. Ce qui nous a le plus marqué, c'est l'engouement d'abord qui tournait autour de ce procès. On voyait des gens qui quittaient Kaolack, qui quittaient les autres régions pour venir juste assister à ce procès. Et ils ont toujours nié que leur guide, Imam Ndao, ne faisait pas partie d'une entreprise qui était en relation avec Boko Haram, parce qu'à l'époque, c'est ce qu'on disait. Pour eux, tout ce qu'ils faisaient, c'est de donner des enseignements qui ont un rapport avec le Coran, l'islam et les enseignements du prophète. Et voilà, mesdames, messieurs, c'est cet article de la semaine qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne fin de soirée en compagnie des programmes d'ITV.